Alors pour donc la dernière session de notre colloque, donc un troisième temps, le temps 3, qui pose une question, et maintenant. Donc, et maintenant, effectivement, comment allons-nous faire? Et pour essayer d'y répondre ou d'apporter un début de réponse, donc je vais appeler deux intervenantes. Donc Nathalie Jiménez, qui est donc docteur en sciences de gestion, elle s'est présentée tout à l'heure, consultante experte en stratégie gouvernance d'entreprise, donc notamment RSE, raison d'être, société à mission, et exécutive éducation à Mines Paris, donc PSL. Et puis je vais appeler aussi à côté d'elle donc Lucille Schmitt, qui va nous parler donc des conditions pour une meilleure interaction entre chercheurs et décideurs. Et donc Lucille Schmitt est cofondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Et donc pour débuter, donc Nathalie, qui va plus focaliser donc nos réflexions sur la relation entre la science et les entreprises. Comment est-ce qu'on rentre dans l'entreprise? Par quel levier? Vous allez donc Nathalie va nous décrypter tout cela. Nathalie, c'est à toi. Vous voulez que je reste là Comme tu veux. J'ai quelques slides. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Donc les sciences de gestion qui vous rencontrent, moi je suis ravie, ça m'a interpellée de vous entendre toute la journée. Et je vais essayer de vous amener dans l'univers de l'entreprise et pendant ces quelques minutes d'intervention, de venir avec moi, comme si vous étiez avec moi, puis vous étiez le patron d'une boîte. Vous voyez, vous êtes avec moi et vous allez voir comment finalement ce sujet il est amené dans les organisations, comment on amène le sujet de la biodiversité dans une entreprise, quel que soit son domaine d'activité. C'est mon métier aujourd'hui, c'est le sujet de ma recherche, de mes travaux de recherche, et c'est ce que je porte à l'Executive Education, donc de l'École des Mines de Paris. Et pour ça, donc la première chose que on va essayer de répondre à cette question, mais vous verrez qu'on va, avec humilité, beaucoup, mais en tous les cas, c'est un sujet que je voudrais ouvrir, une discussion que je voudrais ouvrir avec vous. Je vais essayer de vous faire passer 3 messages, et je voudrais qu'on en discute. Donc, du point de vue de l'entreprise, d'accord ? C'est de vous dire d'abord que la biodiversité, ça rentre dans l'entreprise dans le cadre de sa responsabilité sociétale, comme vous le savez, de sa RSE. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet, c'est un enjeu de durabilité aux côtés d'autres enjeux de durabilité sociaux. Donc, il faut déjà comprendre que la biodiversité déjà est vécue dans une ambition intégrative à travers d'autres enjeux de durabilité. Et donc, quand les entreprises ont besoin de prioriser, déjà, vous voyez la question. Donc déjà, ça, c'est le premier message qui est important. Le deuxième message, et on le verra, c'est que la réglementation pousse à la prise en considération de ces enjeux. On l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviendrai. Et le troisièmement, c'est effectivement le défi collectif, reste la transformation des modèles économiques, vous l'avez bien compris, et ça, on en discutera. Donc, ça, c'est le filigrane de ce dont on va discuter. Donc là, ah oui, il faut que je prenne la zapette, c'est ça? Voilà, hop, c'est comme ça? Parfait. Donc, j'ai fait quelques slides, excusez-moi, je viens du privé. Voilà, j'assume. J'ai fait 26 ans dans l'industrie pharmaceutique, en fait, pour tout vous dire. Et j'ai été interpellée par les questions sociétales, environnementales, et j'ai eu besoin de comprendre, en fait, certaines choses. C'est comme ça que j'ai mené mes travaux de recherche, intervention dans les organisations de l'intérieur. Voilà. Et j'ai travaillé donc sur la RSE. Et donc, voilà, quelques définitions de base pour commencer, pour vous dire que, évidemment, on le sait, la biodiversité, ça revêt un caractère essentiellement anthropogène, et donc c'est un sujet de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, il faut savoir que ce champ de réflexion dans sciences de gestion, ça date à peu près des années 50. Et pour tout vous dire, ça me fait toujours un peu râler de le dire, mais ça vient des États-Unis. Donc voilà, ça vient du monde des affaires. Quand on parle de RSE, il faut comprendre que c'est le monde des affaires qui essaye de s'auto-réguler. On y croit, on n'y croit pas. Si on met des lois, on suit la loi. Vous voyez, c'est la première des responsabilités d'une entreprise. Donc dès lors qu'on parle de RSE, ça veut dire qu'on a quand même une ambition d'aller au-delà d'un cadre légal et qu'on considère donc l'entreprise qui devrait avoir une responsabilité au-delà de ce que la loi pourrait lui imposer. Donc voilà, c'est un petit peu ça le fondement. Ça vient du monde des affaires. Et voilà, ça s'est développé en sciences de gestion, vous voyez, à travers 2 grandes questions fondamentales, c'est ce que je viens de vous dire. Au-delà des dimensions techniques, financières, légales et économiques, c'est ça, la responsabilité sociale d'une entreprise. Et surtout,
comment finalement l'entreprise, elle est dans un écosystème et elle affecte quel type de parties prenantes. Et j'y reviendrai. Vous verrez comment l'entreprise considère la biodiversité comme une partie prenante et comment la réglementation l'invite à prendre en considération la biodiversité comme une partie prenante. Et j'y reviendrai. Donc il y a deux grandes approches en fait qui ont dominé la théorie de la RSE en fait en sciences de gestion. C'est toute une réflexion sur sa définition et puis toute une définition envers qui les entreprises devraient être socialement responsables. C'est ce que je viens de vous dire. Comme il y avait un brouhaha de recherche, etc., il y avait beaucoup de données, beaucoup de recherches qui étaient faites, qui partaient un peu dans tous les sens. Gond et Galens ont fait un travail de synthèse et ils ont trouvé que dans le concept de la RSE, il y avait un dénominateur commun à toutes les théories, c'était le fait que la RSE, finalement, se situe à l'interface de l'entreprise et de la société. Société au sens large, évidemment, aussi son environnement. Et donc, ils ont développé une matrice pour un petit peu classer toutes les recherches qui ont été faites selon 4 grands domaines. Donc, cette vision fonctionnaliste, sociopolitique, culturaliste et constructiviste. Et donc, le parti pris, c'est qu'on va utiliser cette grille de lecture pour vous montrer un petit peu les différents travaux et comment la RSE est arrivée dans les entreprises. Donc, cette vision RSE comme une fonction de régulation sociale, je vous laisse lire, vous voyez, c'est comment intégrer les buts de la société et des entreprises. En fait, ça a été un champ de recherche énorme. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est une vision très utilitariste de l'environnement et du social, c'est-à-dire on essaye de dire qu'on va faire de la performance financière grâce à l'environnement, grâce aux politiques sociales, etc. Donc on est vraiment dans cette... Ça fait l'objet de beaucoup d'entreprises parce que c'est le langage du marché. Le marché, on en a un peu parlé, c'est son langage. Donc son langage, à lui, c'est de se développer, c'est de croître, c'est de faire de la performance financière. Donc la RSE et les préoccupations environnementales sont arrivées par le biais de la RSE dite performative, on en a un petit peu parlé. Donc c'est un outil de gestion qui doit faire de la performance sociale. Alors il y en a qui ont parlé de valeurs partagées, etc. Donc beaucoup de travaux sur ces questions. Je vous ai mis juste 2 slides pour vous dire, pendant longtemps, ces travaux économétriques entre la performance sociale, environnementale et la performance financière, pendant longtemps, les résultats, ils n'étaient pas si évidents que ça, en fait. En fait, on a attendu quand même un certain temps et on pourrait avoir un nombre croissant d'évidences. Et aujourd'hui, tout le monde et tout en sciences de gestion, on sait que toutes les entreprises qui se dotent d'une véritable stratégie RSE intégrée vraiment ou avec une prise en considération des enjeux de durabilité dans sa stratégie, là, elle a une performance qui est financière, qui est vraiment démontrée. Donc, je vous ai mis quelques travaux qui le démontrent. Et vous voyez, donc, en fait, on a besoin d'un temps long. Et ça, voilà la question qui est intéressante déjà quand vous êtes un patron d'entreprise, que vous vous dites, bon, tiens, je vais investir dans, je ne sais pas, le changement de ma chaudière, je vais prendre en considération la biodiversité dans ma stratégie, je suis dans un raisonnement de marché, mon retour sur investissement, il est quand, il est durable, il est quand, donc ça pose le temps court et le temps long, et tous ces sujets, quand on a un patron d'entreprise, c'est de s'inscrire dans ce temps long, et vous savez bien que le monde d'aujourd'hui, il est plutôt dans l'immédiat et dans la recherche du court-termisme des affaires plutôt que du long cours. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de travaux qui ont été démontrés. Alors par exemple, on démontre, et vous en avez parlé tout à l'heure, cette RSE utilitariste qui est de dire, vous allez faites de la RSE, c'est un petit peu le positionnement de la Commission européenne, d'en faire un avantage compétitif par rapport à d'autres entreprises. Vous allez attirer des talents, vous allez réduire des coûts, etc. Donc c'est un outil qui permet vraiment d'inscrire l'entreprise dans une dynamique de performance financière et de nombreux travaux ont démontré ça. Jusqu'où je vous ai mis ça, parce que je ne sais pas si vous êtes à même de... Je ne sais pas si vous étiez au courant de ces expérimentations en cours. Donc on va sur des outils aujourd'hui de comptabilité intégrée. Donc le climat va être une dette. La biodiversité peut être considérée comme une dette dans les organisations. Les investissements de projets que vous pourriez mener seraient donc pris en considération dans le bilan financier. Donc voilà, on est dans des réflexions aujourd'hui où on pousse l'intégration de la RSE quand même dans le bilan de l'entreprise. Alors j'aime bien cette grille de lecture qui est un des travaux de Mahon, qui dit en fait, mettez-vous à la place d'un patron. Encore une fois, la biodiversité, c'est un des sujets de durabilité, donc il faut qu'il le prenne en considération dans l'ensemble des autres enjeux de durabilité. Juste un petit truc, l'ISO 26000 relève 42 domaines d'action de la responsabilité sociale des entreprises, pour vous dire qu'il n'y a pas que le sujet de la biodiversité.
Même si nous et vous, on sait que tout est lié, mais voilà, quand on améliore avec les phénomènes de co-bénéfice. Donc il y a 4 grands défis. Hein, quand on regarde tous les grands travaux, on voit, et vous allez, c'est des choses que vous avez dites, oui, il y a un sujet d'intellection. Il faut amener de la connaissance dans les entreprises, et moi, pour travailler avec beaucoup d'entre elles, elles sont en attente de ça. Et pour ça, pour tout vous dire, je fais intervenir Hélène, je fais intervenir Philippe, Grande Collage, je les fais intervenir à l'Exad dans les entreprises pour qu'ils amènent cette science. Hein. Donc c'est très important. Donc il y a un sujet d'intellection. Et je vous juste celui d'en dessous. Genre moi, il parle d'inspiration. Moi, je parle même d'incarnation. Parce que souvent, ça vient du terrain, c'est des collaborateurs qui veulent mettre en place des projets, mais si ce n'est pas porté par la gouvernance, c'est compliqué. L'incarnation du patron, eh bien là, je peux vous assurer que ça dépend de la nature des gens. Hein. Y a des gens qui ne sont pas sensibles au climat, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à la biodiversité, c'est très compliqué. Alors moi, j'ai une tactique, pour tout vous dire, c'est que pour mener le sujet de la biodiversité ou du climat, je rentre par la santé. Donc la santé-environnement, et j'utilise cette tactique, parce que d'abord, je viens du monde de la santé et ça marche. C'est tout bête, mais vous voyez, il y a toujours le bénéfice pour l'être humain. Donc d'un seul coup, ça marche un peu plus que si... voilà. Donc on essaye d'avoir des tactiques, mais on prend les gens comme ils sont, vous voyez, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et après, il y a des défis d'implication et d'implémentation. Comment je vais prendre en considération toutes mes parties prenantes dans ces réflexions et comment je vais implémenter, suivre, objectiver tout ça. Voilà, ça, ce sont des grands travaux qui ont vraiment... très important qui continue à être. Donc cette vision un peu de performance de la RSE. Un autre pan de recherche, c'est cette RSE comme une relation de pouvoir. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est né à peu près dans les années 60, au moment de la création des mouvements activistes écologiques. Et là, c'est vraiment tout un pan de recherche qui sont allés expérimenter l'impact des mouvements d'ONG sur les entreprises et comment, oui ou non, ça les fait changer de posture ou pas. Et donc là, il y a beaucoup de nombreuses vraiment démonstrations empiriques qui en fait démontrent que à chaque fois les ONG se trompent pas, hein, elles mettent le doigt sur que cette RSE finalement c'est du washing, tout ceci c'est, comme diraient même certaines personnes, la labellisation hypocrite de la recherche de profit, enfin voilà. Et donc c'est des mouvements, c'est des recherches qui ont fait la preuve, et c'est vrai, hein, de toute façon ça existe, il faut le reconnaître. Et donc avec notamment Carson, que vous connaissez peut-être, hein, qui avait fait cette étude qui avait révélé l'usage des pesticides et qui avait fait vraiment l'une des premières études qui avait vraiment montré des dommages et qui avait entraîné beaucoup de papiers. Donc c'est dans cette dynamique-là que ces études se développe. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, on s'est dit, bon, la RSE, ça va être la capacité de l'entreprise à réagir aux attaques. Donc voilà, il y a tout un champ ça vient des États-Unis, ils ont travaillé sur cette question pour dire, il faut préparer l'entreprise à répondre à ça. Et du coup, ça questionne sa capacité d'apprentissage, ça questionne sa capacité à être sensible à son environnement. Donc ça, c'est tous les travaux de recherche qui ont été menés aux États-Unis. Et dans cette réflexion-là, vous avez tous entendu parler de la théorie des parties prenantes. C'est là que naît la théorie des parties prenantes. On se rend compte que l'entreprise, elle n'est pas seule sur son marché, elle évolue en société, elle a des parties prenantes de statuts divers. Donc il y a plusieurs définitions sur ces sujets, mais on retient classiquement en sciences de gestion celle de Freeman que vous voyez, qui est assez classique. Et j'y reviendrai parce que dans la directive européenne, vous verrez. Et donc, se questionne à ce moment-là, vous voyez, donc là, on est dans un autre registre. On parle de l'entreprise qui veut faire une performance financière, et puis là, en fait, les chercheurs, ils se disent, mais non, en fait, l'entreprise, c'est la société qui lui donne le droit d'opérer. Finalement, l'entreprise, il faut qu'elle gagne le fait qu'elle reste et qu'elle légitime ses activités. Donc ça, c'est tout un pan de recherche qui montre qu'en fait, la société peut avoir ce pouvoir sur l'entreprise de lui dire, tiens, on vous donne une légitimité de continuer vos activités ou pas. Et donc cette théorie est très intéressante sur le grid de Schuman. Moi, je l'ai même utilisé ça dans une stratégie de RSE avec pas mal d'entreprises. Je finis, alors on me dit que j'ai pas beaucoup de temps, donc je finis. Le culturel, je vous passe rapidement, c'est de se poser la question de la RSE aux États-Unis, la RSE en France, évidemment, c'est pas la même définition, vous en doutez. Je finirai sur celle-ci parce que c'est ça qui est la plus intéressante. C'est celle qu'on considère comme
une RSE, vous voyez, où l'entreprise et la société se co-construisent. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme ça que se construisent les labels, les référentiels, les réglementations. On est dans cette idée que, bon voilà, on va essayer de redéfinir le commun ensemble et on va essayer de définir les règles du jeu de l'entreprise. Donc ça, c'est un courant de recherche qui se développe de plus en plus. Et évidemment, c'est la définition qu'a pris. Quand on regarde la définition européenne de la RSE, c'est exactement ce qu'elle endosse. Qu'elle considère que l'entreprise doit œuvrer avec des parties prenantes autour d'elle pour pouvoir apporter des solutions. Et elle parle de plus en plus d'impact. Alors, ce qui fait que la Commission européenne, elle s'est saisie de ce sujet. C'est ce qui fait la grande différence avec aux États-Unis. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la RSE, elle est venue du monde des affaires, avec cette moralité un peu protestante des affaires, qui était de questionner la moralité des dirigeants nord-américains en leur disant vous avez un devoir moral vis-à-vis de la société. Autant en Europe, c'est venu par le monde des institutions, ce qui fait que les entreprises le vivent plus comme une contrainte que comme une véritable opportunité. Donc, je vais vite. Il y a eu une accélération, et depuis les années 2000, avec notamment Kofi Annan, conférence de Davos, vous vous en souvenez, le rapport de Brundtland, tout ça, il y a eu une accélération véritablement de la prise en considération de la RSE. Et vous voyez que la RSE, ça devient... C'est pas uniquement la gestion par l'entreprise des impacts de ses activités sur l'environnement social et naturel, voilà, où l'entreprise, finalement, c'est la politique du pollueur-payeur, mais on lui demande aussi de réfléchir à une dynamique de contribution à l'atteinte de ses objectifs du développement durable. Donc c'est encore un autre exercice à faire. Voilà, je vous ai mis cette slide pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, juste comme ça. Vous voyez l'accélération de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Donc vous êtes le dirigeant. Et vous vous dites, voilà, maintenant, j'ai 250 salariés. Je fais 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais être confronté à tout ce qui se passe là. Ça va dire que le Green Deal, je passe les détails, Green Deal, vous le savez, le choix de l'Europe, c'est de miser sur la finance durable pour accompagner les transitions. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle légifère le secteur financier. On a eu notre collègue qui en a parlé tout à l'heure avec la SFDR que vous voyez ici. Et elle légifère les entreprises avec la nouvelle directive, la Corporate Social Sustainability Reporting Directive. Et donc l'idée, c'est de créer un langage commun entre les deux secteurs pour pouvoir orienter les flux financiers. Donc ça, c'est le parti pris de l'Europe. On y croit, on n'y croit pas. C'est comme ça, c'est le monde de la finance durable. On verra ce que ça va donner, vous voyez, c'est assez récent. Et la prochaine taxonomie, puisque c'est la taxonomie climat qui commence, c'est-à-dire, vous connaissez tous la taxonomie, je ne rentre pas trop dans les détails ou non. C'est un langage commun de KPI qui fait le langage commun, si vous voulez, entre le monde des affaires et le monde financier, le monde de l'entreprise et le monde financier. Et les prochaines taxonomies, vous voyez, il y a la biodiversité qui arrive. Et voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise quand on va réfléchir sur son reporting ? Ça veut dire quoi ? C'est la réglementation. Ça veut dire que vous allez devoir, avec vos parties prenantes, réfléchir sur l'impact de vos activités sur l'environnement social et naturel. Vous allez vous dire, OK, est-ce que j'ai un impact positif, négatif ? Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est potentiel ? S'il est réel, quelle est l'ampleur ? Quelle est ma capacité à pouvoir remédier à ça ? Donc en fait, on interviewe des parties prenantes, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions, on creuse le moteur de l'entreprise pour questionner véritablement les activités. Croyez-moi, j'accompagne à faire ça. Ça bouscule les entreprises quand même. C'est pas si évident que ça. Sauf que cette réglementation, donc vous voyez, je vous ai mis les obligations à côté. Vous voyez, la biodiversité est un indicateur. Alors au départ, on devait imposer des indicateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, sauf que le dernier acte délégué que je viens de lire, c'est peut-être en question. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on devait imposer des indicateurs de biodiversité aux entreprises. Et il s'avère que le dernier acte délégué, peut-être qu'en fait, il faudra attendre que la biodiversité devienne un enjeu matériel par les entreprises. Alors ça veut dire quoi ? Une entreprise qui a un enjeu matériel. Ça, c'est important. Il faut que je le dise quand même. Ça, c'est important. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la réglementation, quand une entreprise se pose la question de la biodiversité, déjà, c'est quoi ça ? C'est une partie prenante. Vous voyez, la réglementation dit que c'est une partie prenante silencieuse. Comment je questionne ça ? Comment je réfléchis à l'impact que je peux avoir ? Parce que, bon, évidemment, si je fais
une pollution de mon site de production, c'est facile. Je peux le mesurer, je peux en mesurer l'impact financier, je peux même... Voilà. Mais si je veux juste me poser cette question-là pour essayer d'engager des solutions. Donc, c'est pas simple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la science. Vos supports. Donc, c'est pas rien, c'est hyper important parce que c'est ça qu'on utilise et que les entreprises vont scruter. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une science. En tous les cas, moi, quand je les lis, c'est pour ça que je fais appel aussi à des experts parce que j'ai besoin d'accompagner les entreprises à la réflexion sur ces sujets-là parce qu'on doit presque les projeter dans un avenir. Donc, ça, c'est très important. Alors, voilà comment c'est présenté. Alors, ça, c'est les PAI. Donc ça, c'est le secteur financier. Vous voyez comment la réglementation, elle agit par les entreprises, elle agit par le secteur financier, je vous l'ai dit. Donc en fait, une boîte, demain, quelle qu'elle soit, si elle veut faire un crédit, par exemple, à la banque, si elle veut avoir une assurance, il faut qu'elle soit capable de donner ces indicateurs. Si elle n'est pas capable, elle peut demain ne pas avoir... de prêt bancaire quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Donc voilà, je vous ai mis vous les aurez les slides, vous regarderez. Oui, je vous ai fait un focus aux États-Unis. Alors évidemment, les États-Unis, ils sont plus pour une matérialité très financière, moins sur l'impact sur l'environnement. Il ne faut quand même pas se voiler la face, malgré le fait qu'Emmanuel Faber soit à la tête de l'ISSB. Ça bouge tout doucement sur ces sujets-là. Je voulais juste vous mettre ça quand même. Le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, parce que vous avez bien compris, la CSRD, finalement, la sanction, c'est quoi? C'est le marché. C'est le marché qui vous reconnaît comme un acteur. L'impact, si vous voulez, c'est vos investisseurs, votre banque. Voilà, c'est un flux financier. On reste dans une vision assez utilitariste du système. Sauf que le devoir de vigilance, je ne sais pas qui l'a vu passer, qui devient européen, qui est arrivé suite à l'effondrement du Rana Plaza, qui devient un droit européen, là, ça devient juridiquement opposable pour les entreprises si elles sont évidemment assignées en justice. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Danone, BNP, Total, etc. sont assignés. C'est l'outil juridique privilégié par les ONG. Donc ça veut dire que les entreprises, elles doivent réfléchir et anticiper un plan de vigilance, c'est-à-dire prévoir ce qui va arriver sur leur chaîne de valeur, tous leurs fournisseurs, grade 2, 3. C'est une révolution pour elles. C'est pas simple de travailler sur ces questions-là. Moi, je peux vous dire, comme je travaille dans l'industrie pharmaceutique, je peux vous assurer que tout le monde ne connaît pas sa chaîne d'approvisionnement et tous ses fournisseurs. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est très technique. Le SBTI, je finis. Il y a mon collègue Sylvain Boucheran, là-haut. Et Sylvain accompagne les entreprises à la prise en considération de ces indicateurs. C'est très important parce que oui, tout à l'heure, je pense qu'on l'a dit, ça va être basé sur la science, ces sujets-là, les indicateurs. Et le SBTI climat, le SBTN nature est en train de se mettre en œuvre. Il y a plein d'expérimentations. Sylvain pourrait vous témoigner de ça. Donc, il y a des outils qui se mettent en place pour accompagner les entreprises. Il y a des lois. Aujourd'hui, un appel d'offres en France, public, si vous n'avez pas de stratégie RSE, que vous n'avez pas d'engagement environnemental, ou de protection de la biodiversité, vous pouvez perdre des appels d'offres. Voilà. Donc, si vous voulez, ça devient quand même très concret. Voilà, j'ai juste envie de vous dire, on a un monde qui a changé. Les entreprises le savent. Il y a des dirigeants qui vous disent, on est face à un monde qui a changé. Oui, je ne peux plus recruter des collaborateurs si je ne fais pas d'engagement environnementaux. Oui, je ne peux plus avoir mes investisseurs. Oui. Donc, malgré tout, on est dans un monde encore utilitariste. Est-ce que ça va permettre de changer tous les modèles? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Ce n'est pas vrai. Dans le monde des affaires, il y a quelque chose qui se passe. On est face à un monde qui a changé et qui bouscule véritablement les entreprises. J'ai envie de juste que je finisse là-dessus. Vous savez qui c'est qui a dit cette dernière phrase? Parce que finalement, oui, à l'échelle d'une entreprise, on peut arriver à répondre à des choses. Mais le défi qu'on a collectivement, c'est celui-là. Parce qu'en fait, c'est la transformation des modèles économiques, mais l'entreprise, elle ne peut pas le faire seule. Si le consommateur ne change pas de comportement, si la réglementation ne change pas de comportement, on ne pourra pas changer les modèles. Donc c'est vraiment un défi qui est collectif. Il faut changer les modèles économiques et les modèles de consommation. Qui a dit cette phrase, à votre avis? Excellent. Yvan Chouinard, excellent. Et oui, le patron de Patagonia. Pourquoi je finis là-dessus? Pour changer les modèles économiques, moi j'ai une conviction. Alors il y a eu des travaux de la loi Pacte là-dessus. Vous avez suivi ou pas la loi Pacte dans les entreprises? Non? Qui re-questionne le rôle de l'entreprise? Non, vous ne l'avez pas suivi? Donc en fait, moi je pense que les défis du modèle économique et du modèle de consommation, en tous les cas avec la casquette de l'entreprise, ça rediscute et il faut relancer le débat récurrent du rôle de l'entreprise dans la société.
Est-ce elle doit être qu'un acteur économique, avec une finalité purement économique, ou est-ce que c'est un acteur politique? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans la préservation des biens communs, etc. Au-delà du fait qu'évidemment, elle ne doit pas nuire. Mais ça, elle est réglementée pour ça. Mais quel est son rôle? Sa contribution à un monde meilleur. Et croyez-moi, il y a des entrepreneurs qui pensent beaucoup à ça. Donc je finirai là-dessus parce que je vais me faire crier très fort. Notre grand président a créé la loi Pacte. Très bien, si vous voulez, on pourra en parler pendant la discussion. Et voilà, je finis là-dessus. Donc il y a des entreprises qui considèrent qu'elles ont une mission. Une mission, qu'elles rentrent dans les statuts pour dire, voilà, nous on y croit vraiment. Moi je crois que mon rôle d'entreprise, c'est d'aller au-delà de la performance financière. Moi je crois que c'est, et elles rentrent dans leur statut, une contribution à un bien commun, la santé, la biodiversité, ce qu'elles veulent. Mais elles veulent contribuer, elles veulent le dire, elles veulent faire du business différent. Quand on le rentre dans les statuts, ça veut dire qu'elles sont opposables, hein. C'est un risque. Elles prennent le sujet, elles s'exposent. Parce que, après, toutes les ONG, la société civile peuvent taper à leur porte et les assigner dès lors que c'est dans les statuts. Vous comprenez? Donc, c'est des vrais choix. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se passer. Voilà, je peux pas, il paraît que il faut que j'arrête. Mais je vous montre Patagonia sur l'économie circulaire, évidemment, et les économies de fonctionnalité, où je pense que ce sont des modèles très intéressants d'évolution sur des modèles économiques que nous devons tous expérimenter demain. Ce qui veut dire que nous, citoyens, on doit aussi accepter de ne pas être dans la possession des objets, mais peut-être qu'il faudra accepter de se les prêter, de se les challenger, de se les louer, en tous les cas, mais sortir de ces modes de consommation assez classiques. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée, je pense que j'ai dépassé mon temps, c'est ça? Bon, je suis allée vite. Donc, merci beaucoup Nathalie de nous avoir fait rentrer dans la tête d'un patron. Vous voyez que c'est pas beaucoup plus simple que la tête d'un scientifique, mais c'est vrai que c'est une vraie acculturation en fait des deux mondes pour pouvoir réussir déjà à se comprendre et ensuite essayer de faire passer des messages dans un sens et dans l'autre et d'avoir finalement les actions communes basées sur la science. Et donc maintenant, je vais appeler Lucille Schmid à se lever pour pouvoir pour pouvoir rentrer non pas dans la tête d'un patron, mais peut-être plus dans la tête d'un agent de l'État et ou d'un citoyen, puisqu'on va interroger cette fois-ci comment on fait avec la connaissance scientifique pour rentrer dans les institutions et interpeller la société civile également. Lucille, c'est à toi. Merci beaucoup Hélène. Écoutez, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour m'écouter parce que la journée a été à la fois passionnante, mais elle touche à sa fin. Moi, je vais aussi me présenter. Je m'appelle Lucille Schmid, ça a été dit. J'ai effectivement cofondé avec des amis il y a 10 ans, cette année, un think tank qui s'appelle La Fabrique écologique, qui a 2 particularités. D'abord, il est transpartisan, c'est-à-dire que nous étions plutôt à gauche lorsque nous l'avons fondé, nous restons à gauche, mais nous avons souhaité associer à ce think tank, à l'équipe de ce think tank, des personnalités de gauche comme de droite, notamment Chantal Joanneau est à notre conseil d'orientation, avec l'idée qu'il fallait porter, je ne sais pas si on va dire transdisciplinaire ou transverse, mais le fait que dans l'ensemble des familles de pensée et de ceux qui débattent, il y avait des gens plus ou moins attachés à la question écologique au sens large. Ce n'était pas seulement biodiversité. Il y en avait des plus ou moins compétents et il y en avait qui voulaient aller plus ou moins loin dans le passage à l'acte. Donc ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, c'était que, parce que, au fond, on était plutôt des hauts fonctionnaires et des gens ayant des responsabilités dans le secteur privé, on souhaitait que soit associé à l'idée du débat, l'idée de la proposition opérationnelle et donc de recommandation. Peut-être en ce sens d'ailleurs qu'on pourra en parler. La méthode, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un groupe de travail qui est conduit de manière bénévole, lorsqu'il y a le rapport, la note qui est faite par le groupe de travail, il y a au moins 1 ou 2 propositions qui sont qualifiées de structurantes. Après, le terme est un peu vaste, un peu vague, mais en tout cas, il s'agit de propositions qui doivent être systémiques et non pas sectorielles. L'idée étant que l'écologie devait cesser d'être traitée comme un secteur, comme c'était le cas au sein de l'appareil d'État et comme c'était le cas dans la plupart des entreprises, si je puis me permettre. Et peut-être comme c'était le cas aussi dans la tête des citoyens il y a une dizaine d'années, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, et après je vais bien sûr aborder le sujet, c'est que en 10 ans, on a vécu une sorte de translation,
C'est-à-dire qu'au départ, on pensait qu'on allait s'adresser beaucoup aux décideurs publics parce que nous venions du monde de la décision publique essentiellement. Moi, je viens du ministère de l'économie et des finances. Géraud Guibert, qui préside la Fabrique écologique, est à la Cour des comptes. Donc on venait plutôt de mondes qui ne sont pas perçus spontanément comme en soutien à l'écologie. Et en tout cas, on était attaché à l'idée de trouver une sorte de lien interaction entre écologie et économie. En fait, on s'est aperçu que nos propositions dites opérationnelles, à chaque fois qu'on les soumettait à des ministères, à des parlementaires, à ce qu'on pourrait appeler des décideurs, peut-être pas publics, mais plutôt politiques, ou à des administrations, donc décideurs publics, on était reçus, on nous trouvait très intelligents et on n'appliquait jamais nos propositions. Donc donc on vit peut-être ce que vous vivez aussi, on a vécu ça. Et de ce fait, on a progressivement élargi notre champ. Et aujourd'hui, je dirais qu'on travaille beaucoup plus avec des associations, avec le grand public. On a ce qu'on appelle les ateliers co-écologiques. À chaque fois qu'on a une note, je vais faire un petit peu de publi-reportage, puisque Denis Couvet et moi-même, on vient de sortir une note qui s'appelle « L'interaction entre les décideurs publics et la recherche ». On vient de vivre cet atelier co-écologique, donc on discute. Et de plus en plus, je dirais qu'on discute aussi. Alors, l'élément générationnel a été très présent depuis le début de la journée. On discute pas seulement avec des jeunes, pas seulement avec des étudiants, mais en tout cas avec des personnes qui ne sont pas au sommet de leur carrière, ou alors qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire, qui peuvent bifurquer, ou à des personnes qui ont terminé et qui ont retrouvé de la liberté. Et en tout cas, on discute assez largement avec à la fois des personnes qui appartiennent au secteur privé, au secteur public, aux ONG qui travaillent dans les territoires au niveau de l'État, mais on discute avec des personnes qui ont une conscience citoyenne. Ça me semble être un point important sur lequel je voudrais insister dans mon exposé. On peut, quel que soit le monde professionnel auquel on appartient, avoir une conscience citoyenne plus ou moins développée ou avoir envie de la développer. Et ça touche les chercheurs comme les hauts fonctionnaires qui ont été tout à l'heure moqués parce qu'ils font des stratégies bas carbone. Et je trouvais ça d'ailleurs très, très, très vrai, très drôle. Donc le sujet, au fond, c'est qu'en 10 ans, on s'est aperçu que la question de la conscience citoyenne qui s'éveille, c'était quelque chose qui existait chez pas mal d'individus, qui pouvaient structurer des collectifs nouveaux. Et c'est ça qui guide aujourd'hui notre travail. Alors moi, j'avais envie d'insister sur 3 points. Le premier, c'est que d'abord, traditionnellement, inutile d'insister là-dessus, Alain Bougrain-Dubourg l'a fait très bien, on ne peut pas dire que la relation entre les décideurs publics, mais je voulais d'abord définir peut-être ce qu'on pourrait entendre par décideurs publics. On a vu que plusieurs choses avaient été évoquées. Les élus, qui ont été englobés, le monde des élus, tout en nous disant qu'il fallait différencier entre les élus locaux, qui seraient d'une certaine manière plus favorables aux questions d'écologie que les élus à l'échelle nationale. On a aussi beaucoup évoqué l'échelle européenne. Je voudrais quand même rappeler que les écologistes politiques font de très bons scores aux élections européennes de très longue date. Ça a toujours été le cas depuis que le Parlement européen est élu, depuis 1979. Et donc, il y a les élus. Et puis, il y a les administrations. Et les administrations, il faut distinguer, là encore, entre ceux qui sont à l'échelle territoriale, qui a été qualifiée de manière générale depuis le début de cette journée d'échelle territoriale plus favorable, au fond, à l'interaction. Et puis, il y a au sein des administrations les services centraux, et puis on va dire il y a les administrations européennes. Je rappelle qu'on dit traditionnellement que plus de 50% du droit environnemental français vient quand même de la transposition de ce qui se fait à l'échelle européenne. Donc les décideurs publics, c'est un peu général de dire ça, et sans doute que là-dessus je voulais insister. Moi qui, encore une fois, ça fait plus de 30 ans que je travaille au sein de l'État, ce qu'on a vécu, c'est un hiatus et un fossé grandissant. Il existe certes entre les décideurs publics et les chercheurs, mais il existe aussi de plus en plus entre les fonctionnaires et les politiques. Et c'est un point sur lequel je voulais insister parce que moi, quand j'ai signé pour travailler au sein de l'État, je n'ai pas forcément signé pour travailler dans cet État-là. Au sens où, je vous rappelle que la pétition portée il y a maintenant 3 ans, non même 4 ans, dans le cadre de l'affaire du siècle, signée par 2,5 millions de Français, et qui fait un procès à l'État et dit « on veut un autre État ». Et aujourd'hui, au sein de l'État, je crois que beaucoup de fonctionnaires, hauts fonctionnaires ou pas hauts fonctionnaires, en tout cas puisqu'on dit maintenant cadre du public, aimeraient un autre État, et que ça se traduit par toute une série d'initiatives qui, par exemple, je voulais citer l'association Le Lierre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une association qui a été créée maintenant il y a 3-4 ans par de jeunes fonctionnaires qui travaillent à la fois dans les collectivités locales et au sein de l'État, et qui, au fond, veulent installer une forme de conscience écologique au sein de leur habitus professionnel, mais qui, moi j'ai été à plusieurs de leurs séminaires, qui se posent la question de comment est-ce qu'on se vit comme engagé écologiquement
pratiquant, beaucoup sont au ministère de l'écologie, pratiquant une vie professionnelle où le niveau d'ambition des politiques climatiques et de biodiversité ne correspond pas à ce qu'on sait être nécessaire, comment est-ce qu'on fait ? On avait fait une confrontation avec Bruno Latour qui leur avait juste dit « Écoutez, ça doit être très difficile d'être fonctionnaire en ce moment. » Ça, je me rappelle encore. Et moi, je m'étais dit « Mais ça, c'est pas possible, il faut leur répondre. » Et je leur ai dit « Vous pouvez, par exemple, devenir lanceur d'alerte. » Et j'ai eu droit à une réponse très... Je veux dire, ils avaient juste 25 ans de moins que moi. Ils m'ont dit, mais nous, on n'a pas envie d'être lanceur d'alerte, en fait. On a envie d'agir, on n'a pas envie de se mettre tout de suite dans une sorte de posture qui signifie, d'une certaine manière, une forme d'impasse, ou en tout cas une extériorité par rapport à ce que nous faisons, ce pourquoi nous avons signé. Donc ça me semble être un point important, ce que vous pouvez ressentir comme chercheur. Je sais pas si, d'ailleurs, j'imagine qu'il n'y a pas que des chercheurs dans la salle. Ce qu'on peut ressentir quand on est engagé sur les questions d'écologie, se ressent dans des lieux qui sont extrêmement différents par rapport à la mise en œuvre de la responsabilité. Simplement, le débouché, le tâtonnement existe, le questionnement existe, mais il n'a pas de débouché évident. Mais reconnaître que le tâtonnement existe dans des lieux qui sont des lieux différents me semble être un préalable, une étape nécessaire. Il y a, à mon avis, tout ce qu'il faut pour organiser de l'alliance on dit pas partie prenante, mais de l'alliance de citoyens qui ont un habitus professionnel différent. Simplement, il faut imaginer où sont les lieux dans lesquels ça peut se faire. C'est une des préconisations que nous faisons dans la note avec Denis. Alors, bon, moi, j'ai créé un think tank, donc je dis qu'au fond, si les think tanks étaient dotés d'une bonne méthodologie et d'un vrai référencement, par exemple par la Commission nationale du débat public, on pourrait y organiser du débat opérationnel, parce que je pense que l'enjeu maintenant, ça a été beaucoup dit, avec un diagnostic partagé, c'est de discuter sur les modalités pratiques du passage à l'action. Ça a été beaucoup dit aussi, mais je voudrais réinsister là-dessus. Si la journée pouvait se conclure par le fait qu'il y a l'idée que le passage à l'action est nécessaire, mais que dire ça n'est rien dire, parce qu'au fond, il y a plusieurs scénarios et possibilités de passage à l'action en fonction du territoire dans lequel on habite, en fonction des moyens qu'on possède, en fonction des acteurs du territoire, de l'engagement des entreprises, c'est un point qui me semble essentiel. Troisième point sur lequel je voulais insister, se répand, vous savez, ce sentiment que lancer l'alerte est nécessaire. Il a été beaucoup question aussi, en creux, me semble-t-il, de vie démocratique et d'activation de la vie démocratique pour y associer davantage la préoccupation, l'alerte écologique. Je crois que et notamment la question des médias a été beaucoup citée. C'était frappant que Aziza dise, au fond, j'ai une chronique sur France Info pour dire je suis puissante. Bon. Elle était puissante aussi parce qu'elle faisait quelque chose du l'ordre de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on sait très bien, vous l'avez vu, il y a une charte qui a été signée par de très nombreux médias sur le fait de donner plus d'importance au débat sur les enjeux écologiques. On voit bien que c'est adossé à l'idée que, au fond, donner de l'importance à l'écologie dans notre vie démocratique et notre vie institutionnelle, c'est à la fois en transformer l'objet, parce que je crois que donner une valeur à la nature, ça ne va pas de soi et ça n'existe pas dans la Constitution. Que ça ne va pas de soi non plus dans la vie parlementaire, que ça ne va pas de soi dans les élections. Donc c'est transformer l'objet de la vie démocratique et c'est évidemment transformer les modalités de cette vie démocratique au sens où il faut introduire un respect pour les savoirs et un respect pour la controverse et le débat qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'évoquer le problème de la temporalité entre les politiques et les chercheurs. Il s'agit tout simplement d'évoquer le fait que moi j'ai été élu local, j'ai pratiqué la politique à un niveau national. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette vie-là, vous éloignez des savoirs parce que tout simplement, ce n'est pas comme ça que vous êtes reconnu par vos pairs. Et je voulais insister sur, peut-être pour ne pas être trop longue, sur un dernier point, parce que j'ai peur qu'apparaisse la petite pancarte, il vous reste 5 minutes, que vous avez vécu comme une sorte de menace. Et après, il y aura écrit « Stop » en rouge. Je voulais insister sur une chose, c'est qu'on dit beaucoup qu'il faut que les chercheurs pratiquent davantage l'interdisciplinarité, puis la transdisciplinarité. C'est sûr, mais enfin, je pense que la première chose, c'est qu'au sein de l'État, il faut déjà pratiquer l'interdisciplinarité, puis la transdisciplinarité. Moi, j'ai fait un débat avec les anciens élèves, ancienne élève de l'ENA, avec une jeune femme qui est numéro 2 du secrétariat général à la planification écologique, et elle a été extrêmement harcelée par les gens qui étaient là, vous ne faites pas assez, etc. Elle a dit, mais écoutez, nous, notre premier objectif, c'est d'installer une culture interdisciplinaire de l'écologie au sein de l'appareil d'État. Donc, il y a quand même un vrai sujet qui est que ce qu'on vous donne comme devoir, qu'il faut que vous fassiez, c'est aussi un devoir que doivent se donner les décideurs dits publics. C'est-à-dire que lorsque vous appartenez au ministère de l'économie, moi ça me frappe parce que c'est un ministère pour lequel j'ai une certaine affection, mais à chaque fois j'entends dire Bercy, c'est l'ennemi de tout. Écoutez, moi quand je suis rentrée à Bercy,
ce n'était pas l'ennemi de tout. On réfléchissait en termes de pensée économique, il y avait des débats, il y avait des choses essentielles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'automobile, le commerce extérieur et l'avion. Donc, vous imaginez ma translation, ma bifurcation. C'était assez passionnant d'aller à l'OMC. Et aujourd'hui, on a quand même constitué un État qui est obsédé effectivement par le très court terme. Mais ce n'est pas le court terme électoral, c'est le tweet du ministre. Donc le sujet, c'est vraiment d'organiser un respect des savoirs, mais que les fonctionnaires ont envie d'avoir. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Il y a une espèce d'appétence contrariée qui existe au sein de l'administration active, et l'interdisciplinarité, encore une fois la transdisciplinarité, doivent se pratiquer au sein de l'État. On ne doit pas seulement appeler McKinsey lorsqu'il s'agit de résoudre un problème complexe. Et ça, c'est un point essentiel, parce qu'il y a donc cette richesse humaine et cette question donc, qui nous est posée à tous sur l'interaction entre décideurs publics et chercheurs. Elle relève d'une vraie transformation, d'une vraie révolution, ou peut-être d'un retour vers le futur, du côté d'un État dont je rappelle que dans les années 50, il était animé par des clubs de hauts fonctionnaires intellectuels qui écrivaient des bouquins, qui lisaient, qui avaient un respect pour les savoirs, peut-être pas toujours scientifiques, mais qui aujourd'hui se trouve dans une situation où il a le sentiment d'avoir été décervelé. Alors j'ai aussi beaucoup entendu parler de formation des fonctionnaires depuis le début de cette journée, certes, mais j'ai aussi entendu qu'au fond, c'était quand même très difficile de faire de l'écologie parce que ça suscitait des mouvements de révolte sociale. Je crois que le sujet, c'est quand même l'écologie qui tombe d'en haut, c'est-à-dire que la formation qui tombe d'en haut, la taxe carbone qui tombe d'en haut, sans justement prendre en considération cet élément territorial, cette question du jeu d'acteur local, etc., c'est un vrai sujet. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour créer, certes, de la formation, certes, il faut connaître les ordres de grandeur, certes, il faut voir ce qui nous menace, mais imaginer de redonner l'initiative et de restituer la conscience citoyenne chez le fonctionnaire et peut-être lui demander, au fond, ce qu'il fait d'écologique dans sa vie citoyenne lorsqu'il n'est plus au bureau, ça me semble également quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention, parce que les sciences citoyennes, c'est au fond une manière d'aller vers les citoyens et de leur dire vous pouvez faire des choses, vous pouvez expérimenter, vous êtes capable de faire une série de choses et vous allez être utile. Je crois que pratiquer une approche de sciences citoyennes à l'intérieur de l'administration, lorsqu'il s'agit au fond de mettre en œuvre cette préoccupation écologique, pourrait être très intéressante. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps dans cette harangue, mais je voulais terminer en disant que Chantal Joanneau a beaucoup parlé de l'imaginaire, de l'émotion, etc. Moi, j'ai créé avec des écrivains un prix romanesque sur les enjeux écologiques. Et l'une des romancières de ce prix, qui s'appelle Alice Ferney, a écrit une biographie romancée de Paul Watson. Et elle me disait toujours que lorsqu'elle l'a écrit, elle posait à toute personne qu'elle rencontrait, qu'elle la connaisse bien ou pas, de sa famille ou pas, une question. Qu'est-ce que ça vous ferait si les baleines disparaissaient ? Eh bien, elle m'a dit, voilà, les réponses, ça rejoignait ce qui a été dit sur le fait que la préoccupation à la biodiversité et aux vivants est très différente d'une personne à l'autre. Eh bien, elle ne m'a pas dit qu'elle avait classé l'humanité en deux, mais enfin, en tout cas, les réponses étaient... Enfin, il y avait vraiment deux catégories. Et il me semble que lorsqu'on fait ces exercices de formation des hauts fonctionnaires ou des cadres, enfin des fonctionnaires tout simplement, lorsqu'il s'agit d'aborder ces enjeux de biodiversité, ces enjeux climatiques, pourquoi ne pas oser à chaque fois poser une question décalée ? Parce qu'au fond, l'enjeu qui est devant nous, c'est tout de même d'imaginer un futur qui serait un futur dans lequel cette espèce d'appauvrissement du monde programmé n'existerait pas. Comment nous pouvons garder ce monde auquel nous tenons ? Donc, mêler la question anthropologique et philosophique à la question de la formation dite aux ordres de grandeur me semble être nécessaire, parce que sinon, je ne suis pas sûre que le déclenchement de l'élan sera à la hauteur de ce à quoi nous faisons face. Merci. Alors, merci beaucoup, Lucille. C'est vrai que cette question des catégories et de à qui on s'adresse et à quelle catégorie appartiennent les décideurs qu'on a en face de nous, qu'ils soient des décideurs publics ou privés, c'est fondamental. Je suis sûre d'ailleurs que si on pose la question là, à cette salle, qu'est-ce que ça vous ferait si les baleines disparaissaient, on aurait peut-être une salle beaucoup plus homogène que les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête dont vous parliez. Voilà, donc maintenant on va passer à la série de questions. Donc s'il y a des questions, alors dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Il y en a une dans le chat. Bon, on peut peut-être tout de suite prendre la question du chat, ça permettra à la salle de réfléchir à d'autres questions.
Donc la première question est arrivée juste après l'intervention de Nathalie, donc j'imagine qu'elle vous est plutôt dirigée, mais ça n'empêche que lui, s'il a peut-être des choses à en dire. La question est, avez-vous des exemples d'entreprises ayant choisi de disparaître, se rendant compte que leur impact est forcément négatif et ne peut être drastiquement réduit ? Je n'ai pas d'exemple d'entreprises qui ont souhaité disparaître, mais c'est une super bonne question. Par contre, j'ai des exemples d'entreprises qui ont renoncé à des activités et des produits parce qu'elles avaient fait un choix. Et en fait, ce que je vous ai dit très rapidement à la fin, moi je pense que la situation dans laquelle nous sommes, ça re-questionne le rôle de l'entreprise. Ça veut dire quoi le rôle ? Ça veut dire qu'elles doivent toutes re-questionner leur raison d'être. Pourquoi j'existe ? Vous savez, moi quand j'anime un conseil de direction, que je les challenge sur ce genre de choses, je leur dis pourquoi vous existez aujourd'hui et pourquoi vous existerez dans 50 ans. Qu'est-ce que vous amenez à la société aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pourriez amener demain ? Et si vous disparaissiez, finalement, qui vous regretterait vraiment ? Mis à part vous, je leur dis. Hein. Alors, ça fait rigoler tout le temps, comme ça, voilà. Mais je lui dis, oui, mais c'est ça la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Quelle valeur vous apportez, écologique, sociale, sociétale, qui fait que vous légitimez votre raison d'être aujourd'hui et d'apporter de la valeur. Et donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce concept de raison d'être, etc. Et pour le coup, il y a des boîtes qui se sont appropriées ce sujet-là de manière un peu légère, on va dire, et que ça peut être un peu des claims marketing, je l'entends. Mais dans la loi Pacte, impulsée par Emmanuel Macron, de rediscuter du rôle de l'entreprise dans la société et de dire je redéfinis la raison pour laquelle j'existe et pourquoi j'existerai demain. Si vous voulez, c'est comme si l'entreprise devait se dire tiens, c'est un passé à préserver parce que j'ai une identité que j'amène, j'ai existé parce que j'ai voulu créer quelque chose, j'ai cru en une histoire. Vous savez, les entreprises familiales, c'est un passé à préserver, c'est un avenir à concevoir. Comment je fais ça ? Eh bien, c'est un travail de réflexion importante et ceux qui font le choix de le mettre dans les statuts, ils se posent ce genre de questions. Alors, je n'ai pas d'exemple de ceux qui ont disparu. J'ai peut-être Kodak qui a disparu. À mon avis, s'ils avaient peut-être questionné leur raison d'être, ils n'en seraient peut-être pas là. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Mais par contre, j'ai des exemples d'entreprises qui font véritablement le choix de renoncer à des produits dès lors, par exemple, qu'ils n'ont pas rapatrié, par exemple, l'approvisionnement en France. Par exemple. Parce que ça re-questionne tous les processus d'innovation. C'est pas rien. Hein. C'est dès lors qu'on dit, voilà ce que je veux faire. C'est très engageant. Voilà. Pour des entreprises qui veulent faire l'exercice. Hein. Je voulais peut-être donner, moi, un petit exemple. Merci, Nathalie. C'est que moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Cyril Aouizerat, qui avait été un des fondateurs des Mama Shelter, donc un groupe hôtelier bien connu, et qui l'a quitté parce que, justement, il y avait un modèle de croissance très important. Et du coup, il a créé un nouveau groupe hôtelier qui s'appelle le MOB, pour Mennonite of Brooklyn. Il se dit proche de Murray Bookchin. Et en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de ces hôtels qui sont des hôtels très écolos, si vous y allez. Mais surtout, il m'a expliqué qu'il avait donc limité sa croissance, alors qu'il a des actionnaires américains. Il limite sa croissance à 4% parce que ce qu'il dit, c'est que s'il fait moins de 4%, il ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas un retournement. Et donc, il ne peut pas garantir, en fait, la stabilité de l'emploi. En revanche, ce qu'il me dit, c'est qu'il doit chaque année, lorsqu'il a son conseil d'administration, convaincre ses actionnaires américains du fait qu'il ne va jamais faire plus de 4%. Et de ce fait, je crois que le conseil d'administration dure 48 heures. Mais voilà, il y arrive. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il n'est pas, évidemment, ni dans zéro croissance, ni dans la décroissance. Et donc la question qui nous est posée, c'est aussi les gagnants et les perdants. C'est-à-dire qu'il y a également des entreprises qui vont disparaître, même si aujourd'hui, comme vous le dites, elles ne se le disent pas, mais elles vont disparaître, elles vont se le dire. Je crois que dans la dynamique des écosystèmes, on a l'habitude de ces gagnants et de ces perdants et de cette évolution perpétuelle. Donc peut-être que l'écosystème entreprise pourrait aussi se poser la question, et voire même l'écosystème d'État. C'est-à-dire, on pourrait poser la question au ministère, quelle est votre utilité sociale aujourd'hui ? Est-ce qu'à 5 ans, vous avez toujours une légitimité et pas que basée sur des indicateurs économiques ? On pourrait demander surtout si le ministère de l'écologie est robuste. Je pense que la FRB va disparaître bientôt. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour alimenter le débat ? Oui, Marida. Oui, moi j'ai une question pour Nathalie. Je voulais juste revenir sur la taxonomie, parce que vous avez dit que c'est un langage commun.
Et donc moi, je travaille pour une ONG. Et c'est plus qu'un langage commun, parce qu'il y a eu énormément d'enjeux là-dessus, où l'idée de la commission, qui fait du bon boulot, en fait, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais elle fait du bon boulot, c'était l'idée de mettre des critères pour que les financiers puissent financer des secteurs qui auraient ce label vert. Et quand on voit comment ça a été fait pour les critères sur l'énergie, à cause notamment de la France, enfin, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous pensez de celle qui va être à venir pour le climat. Et j'ai une deuxième question. Vous parlez des modes de consommation et qu'il faut qu'ils changent. Tout à fait d'accord. Mais il y a différentes responsabilités dans ces changements. Et je pense que les entreprises, elles ont aussi une responsabilité dans ce qu'on consomme, ce qu'on achète et l'environnement en fait de consommation qu'elles créent. Oui, voilà. Enfin, on est d'accord sur tout ça. Oui, c'est un langage commun qui est très technique, mais le reporting va permettre effectivement aux entreprises de pouvoir flécher les capex et les opex pour guider les investisseurs et faire comprendre en fait au monde financier leur transition, comment ils l'amènent, sur quel type de trajectoire. Faut juste prendre conscience que pour les entreprises, ça a été révolutionnaire pour eux. Enfin, c'est pas simple. Ça a transformé le métier du directeur financier quand même. Je vous assure. Enfin, c'est pas simple quand même. Je vous parle. Bon, maintenant ils prennent un peu l'habitude, ils avancent. Ce que je vous disais un petit peu ce matin, c'est très constructiviste. Donc on est vraiment dans l'idée, on expérimente des outils ensemble. Il y a des pressions, il y a des lobbying. Un coup ça avance, un coup ça recule. Bon voilà. Je sais pas quand la taxonomie biodiversité sera en réflexion, mais c'est déjà, voilà, tout le monde dit que ça va être très 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 complexe. Vous imaginez quel type d'indicateur. C'est pour ça que sur ce genre de choses, il nous faut votre expertise aussi, parce que c'est capital, quoi. Parce qu'il faut guider ces financiers à raisonner dans des perspectives auxquelles ils n'avaient pas, sur des indicateurs de performance qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à l'entreprise que sa performance, elle est financière, bien sûr, c'est son métier, mais elle est extra-financière. On est en train de dire, elle est globale. Comment je calibre ça ? Comment j'arrive à... Vous voyez, on est en train de déjà, ça la pousse à changer de rôle, même si on vient par la finalité, j'aime pas trop ça, mais enfin, ça peut re-questionner. Et si elle a donné du sens à ses activités, vous voyez, ça donne du sens à cette performance globale. Donc c'est ce qu'on essaie de leur expliquer en stratégie, évidemment, pour les rassurer, pour leur donner une forme de cohésion. Pour répondre à la deuxième question, moi, je crois que le défi, il est collectif. Je pense que vraiment, oui, il y a des modèles d'économie circulaire, comme vous le savez, qui se mettent en œuvre, etc. Patagonia, vous savez ce qu'il a mis dans sa pub, je suis passée vite comme ça. Il met sa parka, vous savez, ils vendent des fringues, mais sa raison d'être à Patagonia, c'est de protéger la planète. Vous allez me dire, c'est incantatoire. Oui, mais enfin, si vous vendez des fringues, des parkas, et que votre raison d'être, c'est de protéger la planète, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un modèle économique qui est de préserver au maximum la planète. Donc vous faites le reduce, le réutilise, etc. Quand vous achetez une parka chez Patagonia, elle est garantie à vie. Vous pouvez la ramener, elle est réutilisable, broyée, on reprend la matière première, etc. Et vous participez en plus à un don aux fondations pour la nature qu'il soutient. Et surtout, il met sa pub, il y a marqué « N'achetez pas cette parka. Est-ce que vous êtes sûr que vous en avez besoin ?» Non, mais c'est ça la pub. Alors vous allez me dire, c'est bien trouvé, le claim, il est pas mal fait. C'est vrai. Mais... voilà, c'est cette intention-là aussi. Il faut oser donner ces opportunités à des gens qui pensent autrement le business et qui osent le faire autrement. Il a légué là, son entreprise en fait à des fondations. Bon, il a dit qu'il avait mis de ses enfants à l'abri, mais je l'espère pour lui, mais voilà. Et il a légué son entreprise. Voilà, c'est ce modèle économique, quand il dit ça, ben oui, il faut que le consommateur dise, ben tiens, je vais aller chez Patagonia, puis au moins comme ça, quand je verrai ma parka, j'irai la faire réparer, je veux la même pendant 10 ans. Enfin, je ne veux pas la changer dans 2 ans parce qu'elle n'est pas à la mode. J'en sais rien. Vous voyez, en fait, donc c'est l'un et l'autre, en fait. Il y a tout un champ. Moi, je n'ai pas les réponses à ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des réflexions sur des modèles économiques de la fonctionnalité, sur lesquels je crois beaucoup. L'ADEME travaille sur ces sujets. Moi, j'adore. Je pense que demain, on n'achètera plus des produits. Voilà, on va acheter la fonction du produit. Il y a des modèles économiques qui existent là-dessus, qui se développent. Mais ça veut dire un changement de comportement aussi. Il faut aussi l'accepter, du coup. Voilà. Et ça, je ne sais pas comment ça va se mettre en place tout doucement. C'est par des itérations, hein, c'est très progressif, ça se fait progressivement, quoi. Puis il y aura des leaders, des pionniers comme ça.
Et puis, voilà, c'est un petit groupe, les sociétés à mission. Ce B Corp, ça vient encore des États-Unis, Benefit Corporation. Mais enfin, c'est très peu d'entreprises. Il y a 1000 entreprises en France, il y a un petit mouvement de 5000 à 8000 entreprises dans le monde qui disent, nous, on veut plus faire... qui veulent une autre vision du business, qui disent, nous, on veut pas être les meilleurs du monde. On veut être les meilleurs pour le monde. Vous allez me dire, c'est encore du marketing, Nathalie. Oui, mais quand même, ça veut dire que ces gens-là, ils le portent, ils changent des statuts, ils veulent faire des choses différentes. Moi, je crois que c'est toujours pareil. Ça commence toujours par les petits changements, comme ça, et puis ces gens-là, ils vont grandir. Voilà, ils vont progresser. Voilà, ils avancent. Je vais peut-être dire un petit mot sur l'aspect politique, me semble-t-il, parce que ce qui se passe au niveau européen, c'est important. L'Europe se fait par la norme. C'est une puissance normative. Après, les élections européennes, comme vous le savez, sont l'année prochaine. Et de fait, le pacte vert qui a été mis en place par Ursula von der Leyen, et c'est la première fois qu'une présidente de la Commission européenne était élue sur au fond, un programme écologique, il est aujourd'hui extrêmement discuté. Et on voit qu'il y a plusieurs États, enfin les démocraties libérales notamment, mais aussi parce que ça pose d'énormes problèmes sociaux, la transformation économique dans certains pays de l'Est, Pologne-Hongrie, mais bon, voilà. Donc, est-ce que le pacte vert va être au-delà de la norme, mis en œuvre réellement ? Il faut quand même se poser la question. C'est-à-dire que quand il y a une trop grande technicité et que les opinions publiques ne comprennent pas ce qui se passe, ça manque de points de rappel et de contre-pouvoirs qui obligent, au fond, les technocrates, ou en tout cas, ils laissent en tout cas les administrations au pouvoir d'hommes et de femmes politiques qui peuvent changer. Et aujourd'hui, le principal danger, quand même, au niveau de l'Union européenne, c'est la progression de l'extrême droite, qui n'est pas du tout pour ce genre de taxinomie. Voilà. Et puis on peut quand même dire une chose, c'est que par exemple la taxinomie européenne, elle est quand même le résultat d'un compromis, enfin du fait que l'Allemagne voulait le gaz et la France le nucléaire. Donc on est dans des situations de donnant-donnant, et ça c'est bien de le savoir, d'en être conscient. C'est-à-dire qu'il y a la technicité, et puis il y a le donnant-donnant politique, et puis il y a aussi le fait que l'opinion publique, via les médias, via les savoirs, puisse jouer un rôle de pression. Parce que moi je ne crois pas du tout que le pacte vert va survivre à Ursula von der Leyen l'année prochaine s'il n'y a pas une pression de la société européenne. Et aussi, je voulais quand même dire une chose, c'est que les entreprises, elles changeront s'il y a une bonne régulation publique. Ça me semble important. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à croire, mais bon, enfin, je crois que l'autorégulation ira jamais assez loin, en tout cas. J'y crois, mais elle ira pas assez loin. Mais l'histoire montre que c'est sous la pression de la société civile que les entreprises se sont saisies de ces responsabilités. Pression de la société civile. La réglementation. Pas la réglementation. La pression de la société civile. Ouais. Alors, je crois qu'il y a encore une question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce qu'il y en a aussi une question dans le chat. Oui. Là-bas, Clara, juste derrière, a priori. Bonjour. Sur la question des modèles économiques, est-ce qu'il y a... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de recherches académiques sur la question de la transformation des modèles économiques. On en parle beaucoup comme un but. On a assez peu d'exemples. Quelques-uns ont été cités, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne se généralisent pas. Et du coup, est-ce qu'il y a de la recherche ou comment on pourrait en faire ? On entend parler de business model régénératif, même aujourd'hui. Il y a tout un tas de théories dont je ne sais pas si elles sont scientifiques ou marketing, sans que ce soit à connotation péjorative, bien sûr. Mais où est-ce qu'on en est et comment on peut avancer ? On voit que les limites planétaires et les enjeux de biodiversité demandent de fondamentalement revoir les modèles économiques, mais quelle est la réponse qu'on peut apporter à ça et où en est la science là-dessus ? Merci. Bonjour Sylvie Bénard, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire avec une vision européenne du sujet. Parce que B Corp, vous suivez la réglementation du travail français, vous êtes B Corp, c'est pas très compliqué, c'est une vision très américaine du monde. Ça fait 20 ans que les entreprises françaises ont une obligation de reporting social et environnemental. Donc là, c'est bien les États-Unis, mais vraiment une vision européenne de ce sujet-là. La vision du développement durable européenne, pour moi, est très différente de la vision américaine. On l'a vu par votre présentation. Et pour rejoindre ça, avec une vision européenne du sujet. Oui, je pense que c'est un vrai sujet parce que sincèrement, pour le coup, je pense que c'est le lieu de pluridisciplinarité qui n'a pas lieu aujourd'hui. Et je te rejoins, Sylvain, là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai manque
vrai manque de réflexion. Alors l'ADEME fait pas mal de choses quand même sur ces sujets, avec une lecture de projection à 2050. Regardez ces travaux, c'est vraiment passionnant. Et il y a en sciences de gestion, vous avez les chercheurs du business model, les chercheurs en RSE, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu cloisonné comme dans toutes les sciences. Et moi, dans ma thèse, j'ai essayé de relier les deux, mais je m'étais rendu compte qu'ils ne se parlaient pas beaucoup, hein, vous voyez. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a des dynamiques, il y a des prises de conscience, mais oui, il y a un sujet. C'est pour ça que c'est ce champ de recherche, je disais, dans cette vision constructiviste de la recherche, en recherche intervention pour tester des modèles économiques, ça manque vraiment. Il y a quand même, moi je crois qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas si on parle que de biodiversité, en fait, c'est ça le sujet. Si on parle climat, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un débat sur est-ce qu'on fait confiance à la taxe, et on voit ce qui se passe au niveau, l'idée de la taxation au carbone aux frontières de l'Union européenne, pour ne pas la faire au niveau national. On voit qu'il y a un sujet de fiscalité, c'est-à-dire que quand on voit Jean Pisani-Ferry qui fait un rapport en disant qu'il faudra investir à l'horizon 2030 70 milliards d'euros par an pour faire la transition écologique et qui parle de biodiversité, pas seulement de climat. Donc on est dans des situations, je ne sais pas si c'est les modèles économiques, mais on assiste en tout cas à des formes de conversion de certains économistes dits orthodoxes à l'idée qu'aujourd'hui, il faut consacrer un investissement d'avenir massif à la transformation du modèle. Et ça implique un certain nombre de transformations de leur mode de pensée, puisque c'est assumer que la dette écologique n'est pas une dette et que c'est un investissement, et c'est pondérer différemment la question de la préférence pour l'avenir par rapport à la question de la préférence pour le présent. Et c'est au fond, à partir de là, engager une réflexion sur ce qu'on appelait l'homo economicus, qui est différent. C'est-à-dire que si l'homo economicus, il préfère le futur, il n'est plus l'homo economicus libéral. Donc on est dans une situation où je ne sais pas si le sujet c'est les modèles, mais c'est la manière dont aujourd'hui le débat économique se noue entre orthodoxes et hétérodoxes, et dont il me semble qu'en tout cas les réflexions sur la place à donner à la transformation écologique devient un sujet d'orthodoxie sur lequel on voit se développer un certain nombre de scénarios. Après, vous avez tout le débat qui peut être caricaturé, mais sur ISF vert. C'est-à-dire que c'est plus seulement la taxe, c'est est-ce qu'on s'arrange pour avoir une fiscalité où on place au cœur la transition écologique en gardant la spécificité de notre système de fiscalité qui est un système redistributif. Et moi, personnellement, je suis favorable à l'idée d'un ISF vert, mais j'observe que la discussion est sur l'efficacité de l'ISF vert, alors que je pense que le sujet, c'est aussi le symbolique, c'est-à-dire que pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce sentiment que la question écologique est confisquée par ceux qui ont les moyens de la faire, il faut sans doute envisager des actes symboliques en termes de taxation des plus riches. Et quand c'est Jean Pisani-Ferry qui le dit, ça prend une force nouvelle par rapport à un économiste atterré. Je vais laisser la parole au chat. 2 questions. La première, les nouvelles responsabilités écologiques des entreprises conduisent-elles à des recrutements permanents d'écologues, j'imagine au sein des entreprises? C'est une excellente idée qu'il faudra donner aux entreprises. Il leur faut des référents. Je peux vous assurer, dans les sites de production, les gens ne savent pas comment prendre le sujet de l'environnement, hein. C'est vrai, je vous garantis, c'est pas anodin ce que je vous dis là. Donc il y a un manque de compétences dans les organisations. Bon, alors ils externalisent, voilà, parce que quand on n'a pas en interne, on externalise. Donc il y a les boîtes de conseil qui se travaillent très très bien, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est des sujets, pourquoi pas. Très très bonne question. J'imagine que la personne du coup a écouté la réponse. Et la deuxième question était, pour le climat, nous connaissons les carbon majors, entreprises les plus émettrices donc en carbone. A-t-on besoin d'identifier des biodiversity majors pour faire du name and shame? Moi, je suis assez d'accord, en fait. Non, moi, j'ai fait un débat avec le patron d'ExxonMobil Europe, un sommet du bien commun avec la Toulouse School of Economics. Et c'était intéressant par rapport au débat qu'on a eu sur est-ce qu'il faut aller investir Total et devenir actionnaire de Total, puisque, au fond, ExxonMobil a été obligé d'évoluer parce qu'il y a un certain nombre d'administrateurs, et c'est venu la pression de la société civile. Et aujourd'hui, du coup, ils disent ils sont plus verts parce qu'ils vont faire de la captation de carbone. Mais c'est incroyable. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu ces 3 administrateurs dissidents,
les choses ne se seraient pas passées. Ça aurait continué sur l'exploitation de gaz de schiste, etc. Donc, moi, je crois au name and shame, parce que je pense que par rapport à ce que vous disiez, c'est la façon dont on fait pression du côté de la société civile. Ouais. Oui, et puis le devoir de vigilance sur la pression de la société civile, franchement, ça va être un outil très utilisé par les ONG. Vous avez vu comment elles commencent déjà, et ça va être vraiment l'outil privilégié juridique qui va être utilisé, ça c'est sûr. On commence à le voir. Après, est-ce qu'il y aura des sanctions ou pas derrière, voilà, mais c'est quand même, ça fait peur aux entreprises, surtout les plus grosses. Oui, je voulais apporter un élément de réponse à la question. En fait, il y a exactement la même chose qui est en train de se créer sur la nature, le Nature Action 100. Et en fait, ils ont regardé 4 providers sur les indicateurs de biodiversité. Et donc, ils ont dressé la liste des... Alors, c'est pas 100, c'est plus que ça, c'est 300-400. Par contre, il y a quand même un biais, c'est les pays développés. Et donc, il y a assez peu de non-asiatiques, par exemple. Alors qu'en fait, il y a des très gros fabricants de pesticides en Asie, en Chine et aussi en Inde. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment. Et les indicateurs, du coup, qu'ils ont regardés, est-ce que les 4 donc, indicateurs... par exemple, un des 4, c'est le MSA point kilomètre carré, et après le CBF et 2 autres, en fait. Mais il y a le détail, vous pouvez aller voir sur le site internet. Et juste pour finir, parce que j'ai eu une discussion tout à l'heure, vous parliez du contrat social. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut réinventer finalement le contrat social, le monde privé, le public, et finalement, on est tous humains sur ce sujet. On en discutait. Oui. Non, je croyais qu'il y avait une question. Pardon. Donc, du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est on re-questionne toujours la raison d'être des entreprises. Moi, j'aime bien ta remarque en disant, on va re-questionner finalement la raison d'être de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, de ce dont on est en train de vivre, qu'il ne faut pas réinventer les relations, et donc du coup, c'est comme dans un couple. Si l'un change, l'autre doit changer. Vous voyez ? Et donc du coup, on doit réinventer les relations publiques-privées. Quand rediscuter du rôle d'une entreprise dans son rôle politique, c'est évidemment rediscuter des frontières du public et du privé. Et est-ce que l'État doit conserver un rôle de régulateur et de contrôleur, ou est-ce qu'il doit endosser davantage, sur certains sujets, des rôles d'investisseur, endosser un rôle un peu plus entrepreneurial, partager des risques avec le monde privé, essayer de construire un monde de demain, mais que chacun évolue dans ses rôles. En tout cas, ça amène à ce type de réflexion si on veut imaginer des modèles de demain qui sont des modèles de coopération, voilà, public-privé, dans les territoires. Il faut que chacun re-questionne en fait les contours de son rôle qui était à date dans les modèles d'aujourd'hui, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de paradoxe au sein de l'État, c'est qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui lancent l'alerte en disant que l'État ne remplit pas son rôle, et pourtant ils sont au sein de l'État. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a quand même tous ces procès faits à l'État. Alors, il y a une discussion sur la question de l'importance de ces procès. Moi, je pense que c'est très important, parce que lorsque le juge administratif condamne l'État parce qu'il a pris un engagement qu'il n'a pas rempli, là, j'ai vu qu'il y avait eu hier une condamnation de tribunal administratif de Paris sur la question des pesticides. Donc, on était sur le climat, on est maintenant sur les enjeux de biodiversité. Les condamnations s'accumulent. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là ? Est-ce que si la condamnation reste lettre morte, c'est un problème aussi, parce que c'est comme si on était dans un système où le droit ne compte plus. Tout à l'heure, Alain Bourgain-Dubourg a parlé des recours qu'il faisait, et c'était suivi des faits. Lorsqu'on passe à l'échelle supérieure, est-ce que ça va être suivi des faits ? Je pense que c'est un vrai sujet sur l'importance qu'on donne au droit en démocratie, même si le juge administratif choisit soigneusement de ne pas dire évidemment quelle peut être la politique, c'est normal. Mais on est dans cette situation. Tout à l'heure, je regardais quels étaient le nombre de bras du dieu Vishnu en me disant l'État d'une main, il fait une chose, de l'autre, il fait exactement l'inverse. Et c'est souvent d'ailleurs sur les questions d'agriculture et de biodiversité qu'on remarque le plus la contradiction. Alors je pense qu'on va clore la session de questions. Si vous avez un mot de conclusion, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Moi, je suis une optimiste de nature. Voilà. Donc, moi, je crois que je crois en l'intelligence collective. Merci pour l'invitation, parce que merci Hélène, vraiment. C'était pour moi, j'étais ravie d'échanger avec vous. Je pense qu'il faut effectivement, je ne sais pas, des colloques où on se rencontre plus multidisciplines, je ne sais pas comment. Moi, je suis optimiste. Je crois en l'intelligence collective. Je crois aux bonnes intentions. Je ne crois jamais qu'il y a vraiment des vrais méchants.
Donc je ne crois pas. Donc je pense qu'à un moment donné, mais c'est ma vision du monde, je peux me tromper, je crois vraiment qu'à un moment donné, il va y avoir un mouvement d'élan collectif et que on va arriver à redessiner finalement les contours de cette société pour qu'on puisse protéger notre planète et vivre sereinement, en santé. Moi, je dirais, vous avez vu, j'avais fait un discours assez politique, mais je pense que ce qui est en train de se passer autour des soulèvements de la Terre est tout à fait marquant, parce que ça marque un moment particulier où le risque d'un décalage profond structurel entre une écologie pratiquée dans les institutions et une écologie d'interpellation prend un tour dramatique. Et je pense que ce n'est pas un hasard si ça se passe à partir de la question de l'eau, à partir de la question du sol, à partir de la question agricole, qui a été longtemps, dans tous les débats qui étaient menés, une question négligée par rapport à la question climatique. Donc on voit que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, cette question va être très centrale. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a visiblement, on en parlait avec Denis Couvet, l'IPBES, par exemple, s'est beaucoup ouvert à la société civile, davantage que le GIEC, assez spontanément. Ce sont des enjeux sur lesquels l'importance des mobilisations est très forte. Il est essentiel que ces mobilisations ne deviennent pas des mobilisations stériles. Je ne sais pas si c'est... Moi, je serais optimiste dans l'idée qu'elles ne le soient pas. Mais du coup, cette question de l'action qui a été évoquée me semble essentielle, parce que sinon, si le fossé croît, je crois que ça sera un élément de désarroi démocratique profond. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos deux intervenantes. Et donc laisser la place au moment poésie que nous attendons tous maintenant avec grande impatience. Donc la tribu du verbe à nouveau pour conclure cette troisième session de la journée FRB. Et maintenant, on fait quoi? On s'y met, on s'immole, on simule, on s'ignore, on implore le Seigneur, on explore des scénars, on espère ou c'est mort. Rien de carré, que des tables rondes dans nos prés carrés, on regarde le monde. Face au sablier, compte chaque seconde du choc annoncé, repousser les ondes. Et maintenant, on met un coup de pied dans le politique ou on fait un gros loupé dans la politesse. Depuis des années, la RSE, ça sert à se dédouaner. Et maintenant, quelle approche choisir pour défendre nos causes? Faut-il faire la même chose, mais envers et pas contre tous? Et maintenant, faut que ça circule. Faut des mesures pratiques et des pratiques sans commune mesure. Il faut des plans stratégiques, des stratégies de plans, mais surtout, faut des principes. Et pour un think tank, pourquoi pas des principes de Planck? Et maintenant, si je me mets à la place d'un patron, vais-je garder mon inspiration? Parviendrai-je à poétiser le langage du marché? Et maintenant, on essaye toujours de s'y retrouver, hein, entre NFRD, DPEF, CSRD, CSDDD, SFRD, INRAE, IFREMER, CIRAD et IRD. Ouh, chercheur, ça a l'air sympa quand on ne regarde pas sur le papier. Et maintenant, on fait quoi? On s'y met, on s'immole, on simule, on s'ignore, on implore le Seigneur, on explore des scénars, on espère ou c'est mort. Et maintenant, ça fait tellement longtemps que le changement, c'est maintenant. Un éternel retour vers le futur, de multiples détours, de multiples ratures, une vraie déroute pour la nature. Et maintenant, arrêtez d'être chercheur, devenez chef d'entreprise. Mettez la casquette d'un patron du secteur, pesez bien les bénéfices et les pertes, et si c'est un échec, vous pourrez toujours devenir lanceur d'alerte. Et maintenant, on appelle des experts pour retrouver ses repères. Dans l'économie circulaire, on se tient prêt, bancaire. Et maintenant, on trie les datas, on évite la cata. À l'approche de l'été, on décroche de l'État. Appliquer un devoir moral? Qui le fait? Qui le sait? Allez, qui appelle McKinsey? Et maintenant, de l'économie à l'écologie, les champs s'élargissent. Ainsi, dans le sablier du temps, dans ce minuteur de l'urgent, même la Cour des comptes. Et maintenant, on accourt partout, on obéit au temps court ou on chill. La biodiversité est un défi, c'est votre temps long d'Achille. Et maintenant, on fait quoi? On s'y met, on s'immole, on simule, on s'ignore, on implore le Seigneur, on explore des scénars, on espère ou c'est mort.
alors c'est certain que l'on peut changer. Tant que le système n'est pas en danger, tant que cela génère une économie, il y aura un avenir pour l'écologie. Bien sûr, on peut en rire. Mais sans écologie, pas d'avenir. Jeudi 29 juin 2023. Des recherches sur la biodiversité à la décision. Quel statut pour les recommandations? Amphithéâtre Poincaré. Paris. Mixoma Prose. Sang d'encre. La tribu du verbe. C'était du slam sur mesure. Merci. Merci beaucoup.